Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la sélection pour les nommés pour les Goodreads Choice Awards qui est sorti là il y a peu. On peut encore voter hein, mais c'est juste que du coup je voulais vous parler un peu de tous les livres dans la catégorie fantasy adulte parce que vous savez que maintenant c'est ce que je lis en majorité. J'ai été voir un peu les catégories pour la fantasy young adulte. J'avoue que même si comme chaque année, il y a une catégorie romance, enfin depuis peu d'ailleurs. J'ai l'impression que quand même dans la catégorie, à chaque fois, fantasy, young adulte, on retrouve de la romantasy. Voilà. Du coup, je suis pas allée forcément voir, même si je sais qu'il y en a qui m'intéressent quand même. Ici, dans cette vidéo, on va se concentrer que seulement sur la fantasy adulte. La SF, vous savez que c'est un genre vers lequel je veux me tourner de plus en plus, donc pourquoi pas en découvrir dans ceux qui auront été sélectionnés sur la fin. Les livres dont j'ai parlé aujourd'hui, bah forcément je les lirai que l'année prochaine, hein, parce que bon, je pense que vous comprenez qu'il me reste qu'un mois de lecture pour lire cette pâle physique, plus d'autres livres. Ça sera un peu compliqué de me lancer d'autres challenges, surtout que la plupart sont en VO ici. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps parce que j'aimerais bien rentrer quand même dans les résumés de ces livres pour pouvoir vous en dire le plus possible parce qu'on ne sait jamais s'ils arrivent l'année prochaine en France en VF. On croise les doigts parce que de toute façon à chaque fois c'est des gros succès et maintenant la plupart des livres qui sortent aux États-Unis, en Angleterre, etc. en anglais sont vite traduits quand même en France, surtout en fantasy, donc on garde espoir. Et il y a beaucoup d'auteurs là-dedans qui ont déjà été traduits dans d'autres séries, par rapport à d'autres livres ici en France. Donc je pense qu'à tout moment on peut les avoir très très rapidement. Alors, on va commencer maintenant. Je vais me décaler pour mettre la couverture avec The Dead Cat Tale Assassins de P.J. Clarke. Donc il n'a pas encore été annoncé, je crois pas, ou alors j'ai loupé l'info, n'hésitez pas à me le dire. Mais P.J. Clarke du coup est de base publié chez les éditions La Talente avec, je ne sais plus, un truc avec des jeans. Je ne sais plus, je n'ai plus en tête. J'ai les deux nouvelles dans cet univers dans ma palle du livre par rapport au jean. Et oui, c'est un auteur qui m'a toujours beaucoup attiré, que je voulais vraiment découvrir depuis pas mal de temps en fantasy. Donc pourquoi pas avec celui-ci. On verra si d'ici là je lis l'autre avant parce que il est disponible en français, un jour peut-être. Mais du coup pour celui-ci, on nous dit, c'est très drôle, parce qu'on nous dit que ce n'est pas des chats. Ils n'ont pas non plus de queue, mais ils sont assurément morts. Ok. Du coup, P.J. Clarke, il a quand même été lauréat du prix Nebula. Et donc il présente un tout nouveau monde, donc ça n'a rien à voir avec son autre livre dont je vous parlais. Avec une ville fantastique pleine de dieux et d'assassins. Alors, c'est écrit Evin l'éviscérateur, mais après c'est une traduction Google, donc c'est pas ouf. On n'a pas de traduction, on n'a pas encore de résumé français, donc je pense que vous pouvez me pardonner sur ce côté-ci. Est compétente, discrète, professionnelle et répond à vos besoins les plus urgents dans l'ancienne ville de Tal Abizi. Sa guilde est forte, ses lames sont tranchantes et ses règles sont simples. Ceux qui ont prêté serment à la matrone des assassins, ressusciter mortels et effacer leur mémoire, n'ont que 3 vœux inviolables. Premièrement, le contrat doit être juste. Deuxièmement, même l'assassin le plus puissant ne peut tuer que celui qui est sous contrat. Troisièmement, et la plus simple, une fois que vous acceptez un travail, vous devez l'exécuter. Et si vous vous égarez, une mort définitive serait une grâce. Lorsque le festival du roi mécanique bouleverse la ville, la nouvelle mission d'Evin la met face à face avec un passé dont elle n'est pas censée se souvenir et un vœu qu'elle ne peut pas oublier. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai vu de bons retours sur celui-ci, donc pourquoi pas. En deuxième, et ça c'est un livre qui est disponible en français aux éditions de Noël dans la collection Lune d'encre. Donc je vous l'ai déjà présenté il y a peu, par ici je crois, je sais plus, c'était peut-être sur Instagram. Donc c'est de Catherine Arden. Alors on nous dit janvier 1918, donc c'est pendant la Première Guerre mondiale. Janvier 1918, Laura Yven, après avoir été grièvement blessée, est revenue du front où elle était infirmière. Elle tente de retrouver sa vie d'avant à Halifax au Canada, bien que son frère Freddy soit pour sa part resté dans les tranchées. Un jour, elle reçoit l'annonce de sa disparition, accompagnée de l'uniforme du jeune homme. Incapable de croire à la mort de celui-ci, Laura décide de repartir pour la Belgique. Novembre 1917, après une explosion, Freddy Even, donc son frère, reprend connaissance sous une casemate retournée, coincée dans le noir avec un soldat allemand. Tous deux désorientés, ils vont devoir unir leurs forces pour survivre. Mais une fois dans le No Man's Land, leurs chances seront infimes. Freddy pourrait-il encore être en vie?
Laura parviendra-t-elle à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé? Et la rumeur selon laquelle les soldats qui le souhaitent oublieraient tous leurs souvenirs grâce à un mystérieux violoniste est-elle fondée? Une fantaisie historique inspirée d'événements réels qui vous fera passer du larme au rire en une seule phrase. Et c'est pour ça, encore une fois, puisque on parle de fantaisie historique, que ce livre est arrivé dans ma palle il y a peu. Et parce que ça fait partie de la collection Lune d'encre que je découvre de plus en plus et que j'aime de plus en plus. Donc voilà pour ce deuxième titre. Ensuite on passe au troisième. Donc c'est, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, je vous mettrai juste ici, tome qui a été sélectionné pour les Goodreads Choice Awards 2024. Mais c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilds. Et donc moi j'ai le tome 1 dans ma palle depuis pas si longtemps que ça en fait. Je suis en train de me dire, il est tout en haut, je pensais qu'il était en France, pas du tout parce que je l'ai acheté en VO. Et donc c'est un peu un Grumpy Sunshine dans une cozy fantasy, mais apparemment qui est pas si cozy que ça. Et je crois qu'on peut le lire là parce que ça se passe en hiver. Donc pourquoi pas. Et c'est écrit en résumé, elle ne pense qu'au travail, il aime coudre au coin du feu. Donc déjà, très original. Un véritable conte de fées les attend, explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Parce que du coup, pour une fois, le Grumpy c'est la femme, le Sunshine c'est l'homme. Waouh. On est dans de l'originalité. Emily Wilds est douée dans bien des domaines, universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie. Elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans la ville nordique, waouh, Trafsvik, je vous le mets là, pour y étudier les recluses, les faits les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Donc voilà, encore une fois, pour l'originalité du schéma, on va dire, parce que ça change de ce qu'on trouve plus facilement d'habitude dans les fantaisies young adultes, etc. ou même fantasy, la cozy fantasy. Et toutes ces choses, enfin toutes ces recherches autour de l'encyclopédie féerique, moi ça m'a toujours donné beaucoup envie, donc je veux découvrir cette saga. Ensuite, un livre qui n'est pour l'instant que sorti en anglais, on a Voyage of the Damned de Frances White. Et ça m'a donné beaucoup envie juste avec la première phrase parce que c'est écrit « Si Agatha Christie écrivait de la fantasy, ce serait celle-là ». Moi j'ai lu Agatha Christie pour les cours quand j'étais au collège, lycée, mais j'avais bien aimé. Ils étaient 10, je crois que ça s'appelle maintenant. J'avais beaucoup aimé et donc du coup avec mélangé de la fantasy, je trouve ça absolument incroyable. Alors c'est écrit depuis 1000 ans, Concordia maintient la paix entre ses provinces. Pour marquer cet incroyable exploit, le navire de l'empereur embarque pour un voyage de 12 jours vers la montagne sacrée de la déesse. À bord se trouvent les 12 héritiers de province de Concordia, chacun doté d'une capacité magique unique et secrète connue sous le nom de bénédiction. Tous sauf un, Ganymède Picero. Il est apparemment feignant et il y a une déception à tout point de vue. Super. Lorsqu'un héritier bien-aimé est assassiné, tout le monde est suspect. Coincé en mer, entouré de personnes puissantes et sans bénédiction pour le protéger, les chances de survie de Ganymède sont minces. Mais à mesure que les corps s'empilent, il doit devenir le héros pour lequel il n'est pas né. Pourra-t-il démasquer le tueur et sa bénédiction secrète avant que cette croisade sanglante n'atteigne les côtes de Concordia? Ou l'Empire tel qu'il le connaît va-t-il tomber à jamais? Encore une fois, j'aime beaucoup moi tout ce qui touche un peu à la fantaisie maritime, donc je pense pas que ce soit hyper présent à ce moment-là, il y aura pas de pirates, etc. C'est juste que ça se passe en mer et que c'est un huis clos pour trouver qui est en train de tuer qui. Donc moi j'adore, ça me fait penser sur une autre base, on va dire, à Altamar, la série qui était sortie sur Netflix à l'époque. J'avais détesté la saison 2 parce que c'était parti dans des trucs absolument what the fuck, j'avais pas compris. Mais j'avais adoré la saison 1. Donc bref, moi les huis clos où il y a des enquêtes, en plus là, dans un monde de fantasy, je dis oui, oui, oui. Ensuite, on a A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. Là, il y a T. Kingfisher qui vient juste de sortir en France, du coup, enfin qui vient d'être traduit en France avec Nettle and Bone. Donc, je pense qu'on risque de bientôt d'avoir celui-ci également aux éditions Verso. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte de découvrir Nettle and Bone. Je crois que c'est un des livres que j'achèterai direct en retournant en France, vraiment, vu en plus les retours là que je vois. Déjà du côté anglophone est incroyable, mais alors là du côté francophone ils sont tout aussi bien. Donc bien sûr que je découvrirai cette autrice.
Et du coup c'est écrit un sombre récit de la fille à loi des frères Grimm, rempli de secrets de meurtre et de magie interdite. Donc c'est écrit parfait pour les fans de Naomi Novik, Alix Iharo et ceux qui ont aimé Nathan and Bone. C'est écrit Cordelia sait que sa mère est inhabituelle. Leur maison n'a pas de porte entre les pièces, il n'y a pas de secret dans cette maison. Cordelia n'a pas le droit d'avoir un seul ami, à moins de compter Falada, le beau cheval blanc de sa mère. Le seul moment où Cordelia se sent vraiment libre, c'est lors de ses balades quotidiennes avec lui. Mais plusieurs bizarreries distinguent sa mère. Les autres parents ne peuvent pas forcer leur fille à rester silencieuse et immobile, obéissante pendant des heures ou des jours. Mais les autres mères ne sont pas des sorciers. Voilà, le résumé est court, mais le livre a l'air très court également. Donc, et ça a l'air... En fait, bon, il fait 337 pages, donc comme un peu Nathan and Bone, il est pas très gros il me semble. Et je crois qu'il y a beaucoup d'humour à chaque fois dans ses fantaisies. Une part un peu sombre. Et vraiment, enfin, maintenant je suis de plus en plus de youtubeurs, booktubers, etc. américains et anglophones. Et vraiment, enfin, c'est une de leurs autrices préférées, donc je veux trop découvrir ces livres. Ensuite, l'un de mes auteurs chouchous, nous retrouvons Robert Jackson Bennett avec le tome 1 de The Tainting Cup. Donc, je pense qu'à tout moment, de toute façon là ils sont en train de continuer sa trilogie de la Cité des Marches, mais je pense qu'à tout moment Albin Michel Imaginaire pourra reprendre cette traduction. Donc on s'est écrit un duo de détectives à la manière de Holmes et Watson, déjà je trouve ça génial, entre en scène avec une touche de mystère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans le plus grand manoir de Daretana, un haut officier impérial repose mort, tué, selon toute apparence, lorsqu'un arbre est sorti de son corps. Alors ça, je pense qu'il y a un problème de traduction. Même ici, aux frontières de l'Empire, où les contagions abondent et où le sang des Léviathans opère d'étranges changements magiques, c'est une mort à la fois terrifiante et impossible. Et là, j'adore parce que ça me rappelle exactement ces autres sagas. Il y a toujours une enquêtrice. Et ça, je trouve ça génial. Qui a, en plus, un assistant qui est un peu bizarre, un peu... voilà, qui... Enfin, vous verrez, si vous lisez La Cité des Marches, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ouais, il adore ce genre de schéma, j'ai l'impression, narratif, et ce genre de personnage. Et moi j'adore, donc je suis très heureuse de retrouver ça. Parce que c'est écrit Anna Dolabra, une détective dont la réputation de génie n'a d'égal que ses excentricités, est chargée d'enquêter. La rumeur veut qu'elle porte un bandeau sur les yeux en permanence et qu'elle puisse résoudre des cas impossibles sans même sortir des murs de sa maison. À ses côtés se trouve son nouvel assistant, Dinios Cole, modifié par magie de manière à faire de lui l'assistant parfait du génie d'Anna. Dean est tour à tour scandalisé, perplexe et complètement furieux face à son nouveau supérieur. Mais à mesure que l'affaire se déroule et qu'il regarde l'esprit d'Anna passer d'une déduction surprenante à la suivante, il doit admettre qu'elle est en effet le plus grand détective de l'Empire. Donc voilà, je pense que ça va être encore une fois très chouette. Moi j'aime de plus en plus lire la plume de Robert Jackson Bennett. Il est en train de rentrer petit à petit dans mes auteurs préférés en fantasy. Vraiment, je pense que je vous ferai une liste à un moment donné. Parce que je commence à avoir lu pas mal de fantasy adulte, mine de rien, depuis ces 2-3 dernières années. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'aime beaucoup ses systèmes de magie et j'aime beaucoup l'univers à chaque fois qu'il est créé. Je le trouve vraiment très original. Du coup, je ne peux que vouloir lire celui-ci. Et encore une fois, les retours du côté anglophone ont été très bons avec celui-ci. Donc, je pense que ce sera chose faite l'année prochaine. Ensuite, nous avons The Bright Sword de Lev Grossman, qui est pour le moment qu'en VO. Et c'est vrai que ce nom me disait quelque chose. Et puis en regardant le résumé, bah oui. En fait, c'est celui qui a écrit la série Les Magiciens. Alors moi je l'ai pas lu, mais j'avais regardé les premiers épisodes de la saison quand c'était sorti en série. Bref, il y a un moment de ça. D'ailleurs, je sais pas combien de saisons. Je crois que j'ai vraiment vu les 4-5 premiers. J'avais bien aimé, mais j'ai jamais continué parce que c'est comme ça avec moi, voilà. Mais du coup, là, il revient avec une réécriture de la légende arthurienne. Alors, ils nous disent, lorsque le jeune cavalier Colum arrive à Camelot pour concourir pour une place à la table ronde, il découvre vite qu'il est trop tard. Le roi est mort il y a 2 semaines à la bataille de Camelot, et une seule poignée des chevaliers de la table ronde est vivant. Les survivants ne sont pas non plus des héros de légende comme Camelot ou Gauvin, ce sont des bizarreries de la table ronde, comme Sir Palomide, le chevalier sarrasin, et Sir Dagonet, le fou d'Arthur qui a été fait chevalier pour plaisanter.
Ils sont rejoints par Nimue, qui était l'apprentie de Merlin, jusqu'à ce qu'elle se retourne contre lui et l'enterre sous une colline. Mais c'est à eux de reconstruire Camelot dans un monde qui a perdu son équilibre, alors même que Dieu abandonne la Grande-Bretagne et que les fées et les anciens dieux reviennent, menés par Morgane. Ils doivent récupérer Excalibur et reconstruire ce monde en ruine. Mais ils devront d'abord résoudre le mystère de la chute du brillant et solitaire roi Arthur. C'est écrit première grande épopée arthurienne du nouveau millénaire, The Bright Sword est l'histoire d'hommes et de femmes imparfaits, pleins de force et de douleur, qui cherchent un moyen de reforger une terre brisée, bien qu'ils soient eux-mêmes brisés. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. En fait, je l'avais vu passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux, mais là j'ai découvert le résumé il y a vraiment une demi-heure. Et je me suis dit, mais je veux découvrir ce livre, et j'espère qu'il va être vite traduit, parce qu'encore une fois, la série Les Magiciens avait été traduite à l'époque. Alors chez qui? Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'avoue, j'en ai aucune idée. Parce que c'est une série qui commence à dater. Et ouais, le résumé me donne trop envie parce que je trouve ça beaucoup plus original, encore une fois, que les réécritures arthuriennes qui prennent des libertés, mais pas tant que ça non plus. Vous voyez, ça reste dans ce qu'on connaît. Mais ouais, là, j'ai vraiment trop hâte. Enfin, vraiment, chaque fois que je relis ce résumé, c'est un des livres que j'ai le plus envie de lire dans cette liste. Voilà. Ensuite, nous avons When Among Crows de Veronica Ross. Alors, Veronica Ross, qui est pour le moment qu'en VO. Bien sûr, j'avais lu Divergente. J'ai pas lu son dernier. Il y en a un qui était sorti chez. Avec une couverture orange. Je ne sais plus. Mais il n'y avait pas eu des très très bons avis. Du coup, j'avoue, je l'ai pas sorti encore de ma palle. Postal Girl, je crois. Il me semble que c'est ça. Ça m'est revenu d'un coup. Ouais, j'ai pas vu des super bons avis. Et il y a une autre de ces sagas, pareil, en 2 tomes, il me semble, des gros pavés. Pareil, j'avais pas vu du tout des très bons avis et du coup, je me suis jamais vraiment lancée dans une autre de ces sagas. Mais celui-ci me donne plus envie. Déjà, c'est beaucoup plus court. Il me semble que c'est limite une nouvelle. Apparemment, ça se passe à Chicago aujourd'hui, mais qui a du folklore polonais. Pourquoi pas? C'est écrit: nous portons l'épée et nous supportons la douleur de l'épée. La douleur est la vocation de Dimitri. Sa famille fait partie d'une longue lignée de chasseurs qui sacrifient leur âme pour tuer des monstres. Il est désormais chargé d'une mission mortelle, retrouver la légendaire sorcière Baba Yaga. C'est aussi pour ça que je veux le dire. Pour l'atteindre, Dimitri doit s'allier avec ceux qu'il a juré de tuer. La douleur est l'héritage d'Ala. Donc c'est une mangeuse de peur qui n'a plus grand chose à perdre. Elle attend la mort de la malédiction qu'elle porte. Lorsque Dimitri lui propose un remède en échange de son aide, elle n'a d'autre choix que d'accepter. Ensemble, ils doivent lutter contre le temps et la colère de la pègre de Chicago. Mais les secrets de Dimitri et ses véritables motivations pourraient bien être ce qui les détruit. Voilà, écoutez, ça m'a l'air très bon. Je suis une booktokeuse américaine qui en parle beaucoup à chaque fois sur les réseaux. Donc j'avoue que ça m'a... je sais plus son nom exactement. Mais j'avoue que ça m'a donné beaucoup envie. Et puis encore une fois, j'avais tellement adoré à l'époque, mais c'était 2010, donc vous voyez, ça commence à dater. Divergente, que même si on parlera jamais de la fin de cette saga. Mais ouais, j'ai toujours voulu découvrir autre chose de cette autrice, donc pourquoi pas avec celui-ci. Et je ne sais pas qui pourrait la traduire. Sûrement la même maison d'édition que qui avait sorti Postal Girl, je sais plus exactement. Albin Michel Lafon, je ne sais plus. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Non, après je vous mettrai juste ici. Ensuite, il en reste 4. A Song to Drown Rivers de Anna Liang, donc qui est sortie pour le moment qu'en VO. Cette autrice, elle est connue en romance également. J'ai vu passer sur le compte de Mathilde de Mes Douces Lectures, qui me semble l'avait bien aimé, et je crois que Val de My Little Library l'avait lu aussi également. Donc c'est écrit inspiré par la légende de Zixi, l'une des célèbres 4 beautés de la Chine ancienne. A Song to Drown Rivers est une fantaisie historique épique sur la féminité, la guerre, le sacrifice et l'amour envers et contre tout, alors que le destin de 2 royaumes est en jeu dans un équilibre délicat. Voilà. Je pense que c'est assez. C'est assez. Non, en vrai, ça allait. Et puis après, j'ai lu un peu plus le résumé et j'ai l'impression que la romance prend beaucoup de place. Mais comme ça se passe dans une fantaisie historique, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas tenter quand même. Donc c'est écrit: sa beauté cache un but mortel. Depuis sa naissance, l'extraordinaire beauté de Xixi est considérée comme une bénédiction. Lorsque Xixi attire l'attention du célèbre jeune conseiller militaire Fan Li, celui-ci lui offre une opportunité rare, utiliser sa beauté comme une arme.
celui qui pourrait renverser le royaume voisin rival, améliorer la vie de son peuple et venger le meurtre de sa sœur. Il ne leur reste plus qu'à infiltrer le palais ennemi en tant qu'espionne et à séduire leur roi immoral. Ce à quoi ni Xixi ni Fan Li ne s'attendent, c'est l'attraction vouée à l'échec qui s'enflamme entre eux. Voilà. Bon, je m'arrête là pour le résumé, mais c'est juste cette dernière phrase qui me... Voilà. Donc on verra bien. Parce que vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tant de romance que ça dans les livres dont je vous ai parlé. Et du coup, on verra bien. Je me dis, bon allez, s'il y en a une qui a une romance un peu plus présente que les autres, bon bah voilà, si c'est bien fait, ça me dérange pas. À un moment donné, j'aime aussi retrouver un peu de romance dans mes fantaisies, faut pas déconner quoi. Ensuite, nous avons le familier de Leigh Bardugo que je prendrai à mon retour en France, ça c'est sûr, parce que j'ai vu de très bons retours de certaines copines sur Booksta. Pareil, c'est de la fantaisie historique qui se passe en Espagne pendant l'Inquisition. Alors je sais qu'on suit Lucia Cotado, donc c'est au XVIe siècle, elle utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées de fille de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Mais les tours qu'elle exécute au plus grand plaisir des nobles deviennent un jeu dangereux pour Lucia lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez. Ouais, dès que je vois moi de l'espagnol, ma bouche est obligée de la prononcer à l'espagnol. Premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain, encore sous le choc de sa défaite contre la reine Elisabeth d'Angleterre. Oui, parce que je crois que je vous avais dit n'importe quoi pour un des résumés de je sais plus quelle vidéo. Ouais, je sais plus ce que je vous avais dit, mais je vous avais dit n'importe quoi. Lucia plonge alors dans un monde d'hommes, de foi et d'escrocs aux côtés de Guylaine Santanger, un être immortel à la sinistre réputation qui l'aidera à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée que ses origines juives soient révélées à l'Inquisition, elle devra utiliser toute sa ruse si elle espère survivre aux intrigues de ce monde où la corruption se cache sous la moindre feuille d'or. Voilà, écoutez, ma foi, ça m'a l'air très très chouette, entre fantaisie historique, complot politique et une pointe de magie. Franchement, je suis absolument partante. Avant-dernier, et pas des moindres, puisque c'est un des livres que je vois le plus passer sur Booktube en ce moment, le Booktube anglophone américain. Genre, c'est un délire, ce livre c'est un délire. Mais c'est parce que l'autrice est déjà connue pour d'autres livres, je sais plus lesquels exactement, parce que c'était pas trop mon style, je crois que c'était plus de l'horreur. Donc j'avoue, je m'étais pas tant intéressée que ça. Là, on va dire que c'est plus de la Dark Academy, il me semble. On va voir. Je vous ai même pas dit le titre, c'est An Academy for Liars de Alexis Anderson. Donc pareil, encore une fois, qui n'est pas traduit, juste en VO en ce moment. C'est écrit: la vie de Lennon Carter s'effondre, jusqu'à ce qu'elle reçoive un mystérieux appel téléphonique l'invitant à passer l'examen d'entrée dans un endroit dont très peu de gens ont entendu parler, le Drayton College, une école de magie cachée dans une poche secrète de Savannah. Lennon a été choisie parce que, comme tout le monde à l'école, elle est spéciale. Elle possède le don inné de persuasion, la capacité de manier sa volonté comme une arme et de l'utiliser pour contrôler les autres, et dans de rares cas, la matière elle-même. Après avoir réussi cet examen exténuant, Lennon doit maintenant apprendre à maîtriser ce pouvoir dévastateur. Même si la persuasion pèse lourdement sur son corps et son esprit, elle est captivée par tout ce qui l'entoure. Ses études, le campus luxuriant et recouvert de mousse de Drayton, ses brillants camarades de classe et surtout par Dante, le conseiller charismatique qui a tout pour l'intimider et l'aimer. Bon, il y a juste ce dernier point, j'ai peur que ce soit beaucoup présent, mais en même temps, je pense que... j'ai vu des retours, donc ça m'étonnerait pas, je serais pas surprise, vous voyez. C'est écrit, mais à mesure que Lennon devient plus apte à exercer ses étranges capacités, elle en découvre davantage sur l'histoire troublante du passé tragique et violent de Drayton et de Dante, et est de plus en plus perturbée par ce qu'elle découvre. Car il semble que le test ultime consiste à adopter le pouvoir absolu sans succomber à la corruption et aux ténèbres. Et c'est un test qu'elle a peur d'échouer. Voilà. Donc écoutez, ça m'a l'air très sombre, dans une espèce d'académie, une espèce d'école où il se passe des choses très bizarres. Moi j'adore cette vibe, vraiment. J'ai lu Babel il y a pas si longtemps, ça rappelle un peu ça. Vous voyez, j'aime beaucoup être avec les étudiants, vivre leur vie et essayer de comprendre ce qui se passe, parce que tu comprends rien, t'es juste complètement perdu, et j'adore ce sentiment dans ce genre d'école, donc pourquoi pas me lancer dans celui-ci. Je pense que pareil, on aura vite la traduction, parce que c'est un livre qui fait énormément le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment, donc je pense que ça ne tardera pas. Et enfin, là je vous ai pas mis de résumé parce que
Si vous avez vu ma vidéo sur les gros pavés dans ma palle, dans les commentaires vous allez voir, j'ai répondu à certains que ça allait être un des livres que j'allais sortir le plus rapidement. C'est l'Empire du Vampire tome 2 qui a été choisi pour les Goodreads Choice Awards. Bien sûr, je ne vais pas commencer par le tome 2, mais j'ai très hâte de découvrir ce tome 1. Donc j'ai pas envie de... J'ai relu le résumé tout à l'heure, mais j'ai pas envie de me remettre trop en tête parce que je sais que je vais pas tarder à le lire. Pas maintenant parce que je suis dans une grosse pavasse dont je vous parlerai un peu plus tard, j'ai pas le droit de vous en parler maintenant. Mais voilà, j'ai très hâte encore une fois de me lancer. Vous m'avez redonné encore plus envie dans les commentaires de ma dernière vidéo parce que c'était le livre que vous me conseilliez le plus de lire dans toute cette sélection. Donc voilà un peu pour les livres que j'aimerais découvrir dans la sélection fantasy adulte, je vous rappelle, des Goodreads Choice Awards de 2024. Donc bien sûr c'est qu'une sélection pour le moment, il n'y a pas eu les derniers sélectionnés, il y a tout le monde qui est encore en train de voter, etc. Donc bien sûr je n'ai pas voté puisque j'en ai lu absolument aucun qui sont présents dans cette sélection. Mais j'ai très hâte de me lancer et de découvrir un peu tout ça. Et j'espère que je ferai des bonnes découvertes et que j'aurai des coups de cœur, hein, moi aussi. Et de toute façon, je verrai, je pense que je vous ferai un vlog plus tard, l'année prochaine, où je lirai certains livres de cette sélection, genre vraiment un vlog dédié aux Goodreads Choice Awards. Je pense que ça pourrait être très chouette. Et puis si entre temps on apprend que une traduction arrive en France, ce sera encore mieux, vous voyez, puisque je me dévorerai pour vous. Et peut-être que je les lirai en anglais, même si j'ai d'autres livres à lire en anglais avant. Donc bon, on verra bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous donnent très envie, s'il y en a pour lesquels vous attendez la traduction avec impatience, comme moi. Et puis je vous fais de très gros bisous, et puis je vous retrouve très bientôt, très bientôt, sûrement demain pour vous, pour une nouvelle vidéo. Bye.